Une pauvre fillette de 6 ans demande à un millionnaire paralysé s'il échangerait ses restes contre un miracle. « Je peux vous faire marcher à nouveau », murmure-t-elle à travers les grilles en fer de son manoir. Il rit si fort que son fauteuil roulant tremble, mais lorsque ses petites mains touchent ses jambes sans vie, quelque chose d'impossible se produit. Une sensation qu'il n'avait pas ressentie depuis 20 ans traverse sa colonne vertébrale comme un éclair. Mais ce n'était que le début de la transformation la plus choquante que quiconque ait jamais vue. Laissez-moi un commentaire pour me dire d'où vous regardez. Le vent de décembre hurlait dans les rues désertes de Millbrook Heights, où les manoirs se dressaient comme des géants endormis derrière des grilles imposantes. Dans le plus grand d'entre eux, Alexander Quint était assis dans son fauteuil roulant sur mesure, fixant les flammes qui dansaient dans sa cheminée en marbre. Le millionnaire de 45 ans possédait tout ce que l'argent pouvait acheter, mais se sentait plus vide que les rues abandonnées à l'extérieur. 20 ans. 20 longues années depuis l'accident qui lui avait volé ses jambes et sa volonté de vivre. Le conducteur ivre qui s'était écrasé contre sa voiture s'en était sorti sans une égratignure, tandis que la colonne vertébrale d'Alexander s'était brisée comme une brindille. L'ironie ne lui échappait pas. Il avait bâti sa fortune dans la technologie médicale, créant des dispositifs qui aidaient les autres à marcher. Pourtant, il restait prisonnier de son fauteuil roulant. Son chef était parti des heures plus tôt, laissant sur la table à manger un festin digne de 10 personnes. Alexander ne mangeait plus beaucoup désormais. La nourriture avait perdu son goût, tout comme tout le reste dans son monde. Le poulet rôti intact, la purée de pommes de terre crémeuses et les petits pains chauds finiraient probablement à la poubelle, comme tous les soirs. L'horloge à pendule dans le couloir sonna 9 fois lorsqu'un événement impossible se produisit. Un léger coup résonna dans le silence du manoir. Alexander se figea. Plus personne ne lui rendait visite. Son ex-femme, Caroline, avait pris la moitié de sa fortune et disparu avec son entraîneur personnel. Ses partenaires d'affaires ne l'appelaient que lorsqu'ils avaient besoin de sa signature. Même son propre frère ne lui avait pas parlé depuis 5 ans. Le coup se répéta, plus insistant cette fois. Alexander fit rouler son fauteuil jusqu'au moniteur de sécurité et resta bouche bée. Devant sa grille se tenait une petite silhouette dans un manteau rose en lambeaux, à peine assez grande pour atteindre le bouton de l'interphone. C'était une fillette, peut-être 6 ou 7 ans, avec des cheveux blonds emmêlés dépassant d'un bonnet de laine usé. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Alexander, appuyant sur le bouton de l'interphone. « Petite, où sont tes parents ? Ils gèlent dehors. » L'enfant leva les yeux vers la caméra avec les plus grands et les plus brillants yeux bleus qu'il ait jamais vus. Quand elle parla, sa voix était si douce qu'il dut tendre l'oreille pour l'entendre à travers le vent. « Je m'appelle Sophia. J'ai senti l'odeur de votre dîner depuis la rue. Ma mère et moi n'avons pas mangé depuis 2 jours. » Elle marqua une pause, puis dit quelque chose qui glaça le sang d'Alexander. « Je vous échange quelque chose d'incroyable contre vos restes. Je peux vous faire marcher à nouveau. » Alexander éclata d'un rire amer et creux qui résonna dans son manoir vide. « Marcher à nouveau, petite ? J'ai dépensé des millions pour les meilleurs médecins du monde. S'ils n'ont pas pu me guérir, qu'est-ce qui te fait croire qu'une fillette de 6 ans le pourrait ? » Mais Sophia ne s'enfuit pas comme la plupart des enfants l'auraient fait face à un homme amer et en colère. Au lieu de cela, elle pressa son petit visage contre les barres froides de la grille. « Ma grand-mère m'a appris les miracles avant de partir au ciel. Elle disait que les choses brisées peuvent être réparées si on y croit assez fort. Je crois en vous, monsieur Quint. » Quelque chose dans sa voix serra la poitrine d'Alexander. Comment connaissait-elle son nom ? Il n'avait pas fait la une des journaux depuis des années. Il n'avait pas quitté son manoir depuis des mois. Pourtant, cette enfant mystérieuse parlait avec une telle certitude, une foi si pure, que pendant un instant, juste un instant, il faillit la croire. « C'est ridicule, se dit-il. » Mais son doigt planait déjà au-dessus du bouton d'ouverture de la grille. « Je dois perdre la tête. » Contre toute logique, Alexander ouvrit la grille. Il fit rouler son fauteuil jusqu'à la porte d'entrée et regarda la petite silhouette remonter son longue allée, laissant de petites empreintes dans la neige légère. Lorsqu'elle atteignit le seuil, il vit qu'elle était encore plus petite qu'il ne le pensait, certainement pas plus de 6 ans, avec des joues roses et des lèvres qui bleuissaient à cause du froid. « Entre avant de mourir de froid », grogna Alexander, reculant son fauteuil de la porte. « Mais je veux que tu saches que c'est insensé. Je viole probablement une 50aine de lois en laissant une enfant inconnue entrer chez moi. » Sophia entra et resta immédiatement bouche bée devant la splendeur de son manoir. Les sols en marbre brillaient sous des lustres en cristal, et des peintures valant plus que la maison de la plupart des gens ornaient les murs.
Mais ses yeux n'étaient pas fixés sur le luxe. Ils étaient rivés sur la salle à manger, où attendait le festin intact d'Alexander. « Mon Dieu !» murmura-t-elle, joignant ses petites mains. « Il y a tellement de nourriture. Ça pourrait nourrir ma mère et moi pendant une semaine. » Alexander ressentit une douleur inattendue dans la poitrine. Depuis quand avait-il vraiment eu faim? Depuis quand avait-il apprécié quelque chose d'aussi simple qu'un repas chaud? « Prends ce que tu veux, » dit-il doucement. « Mon chef en fait toujours trop de toute façon. » Sophia se dirigea vers la salle à manger mais s'arrêta soudainement, se tournant vers lui. « D'abord, laissez-moi tenir ma promesse. J'ai dit que je vous ferais marcher à nouveau. » « Petite, Sophia, j'apprécie l'idée, mais... puis-je toucher vos jambes ?» demanda-t-elle si innocemment qu'Alexander ne trouva pas les mots pour refuser. Quelque chose chez cet enfant était différent. Peut-être était-ce la façon dont elle le regardait sans pitié, ou la manière dont elle parlait des miracles comme s'ils étaient aussi réels que la neige dehors. Ou peut-être était-il si désespéré d'un lien humain qu'il avait complètement perdu la raison. « D'accord, » dit-il, sa voix à peine audible. « Mais quand rien ne se passera, je veux que tu manges quelque chose et ensuite que tu me dises où tu vis pour que je puisse te ramener chez toi en sécurité. » Sophia hocha solennellement la tête et s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant. Ses petites mains semblaient incroyablement minuscules à côté de ses jambes inutiles. Pendant 20 ans, Alexander n'avait rien ressenti en dessous de la taille. Pas de douleur, pas de sensation, rien. Les médecins avaient expliqué que sa moelle épinière était complètement sectionnée. Les nerfs étaient morts. Il n'y avait aucun espoir. Mais lorsque les paumes chaudes de Sophia se posèrent sur ses rotules, quelque chose d'impossible se produisit. Une décharge électrique remonta la colonne vertébrale d'Alexander comme un éclair. Pas de la douleur. Il se souvenait de la douleur d'avant l'accident. C'était différent. C'était une sensation. Une sensation pure, indéniable, qui parcourait des nerfs silencieux depuis 2 décennies. Les yeux d'Alexander s'écarquillèrent, et ses mains agrippèrent les accoudoirs de son fauteuil si fort que ses jointures blanchirent. « Qu'est-ce que tu viens de » commença-t-il, mais les mots moururent dans sa gorge. Parce que, pour la première fois en 20 ans, il pouvait sentir ses jambes. Pas complètement. C'était comme un faible murmure de sensation, comme du sang revenant lentement dans un membre endormi. Mais c'était là. C'était réel, et c'était impossible. Sophia leva les yeux vers lui avec ses incroyables yeux bleus et sourit du plus beau sourire qu'il ait jamais vu. « Je vous l'avais dit », dit-elle simplement. « Les miracles arrivent quand les gens croient les uns en les autres. » Alexander fixa ses jambes, choqué. Il essaya de bouger ses orteils et sentit une infime secousse, si faible que quelqu'un d'autre aurait pu la manquer. Mais pour lui, c'était comme assister à la naissance d'une étoile. « Comment ?» murmura-t-il, la voix tremblante. « Comment est-ce possible ?» « L'amour, » répondit Sophia, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Ma grand-mère disait que l'amour peut tout guérir. Elle me l'a appris avant que le cancer ne l'emporte. » Des larmes, de vraies larmes, commencèrent à couler sur les joues d'Alexander. Il n'avait pas pleuré depuis le jour de son accident. Il avait construit des murs si épais autour de son cœur que rien ne pouvait les franchir. Mais cet enfant, cette petite fille impossible, venait de faire quelque chose que les plus grands esprits médicaux du monde avaient déclaré impossible. « Qui es-tu » demanda-t-il, sa voix à peine audible. Sophia se leva et épousseta son manteau usé. « Je suis juste Sophia, et j'ai très, très faim. » Alexander ne pouvait détacher ses yeux de ses jambes. La sensation devenait plus forte. Pas beaucoup, mais assez pour lui faire croire que, d'une manière ou d'une autre, incroyablement, cet enfant venait de changer son monde entier. « Prends tout ce que tu veux dans la cuisine, » dit-il, la voix encore tremblante d'émotion. « Prends tout. J'appellerai mon chauffeur pour te ramener chez toi, et je m'assurerai que ta mère et toi ne manquiez plus jamais de nourriture. » Mais Sophia secoua la tête. « Je ne veux pas de votre argent, monsieur Quin. Je veux vous aider à marcher à nouveau. Vraiment marcher, pas seulement sentir vos jambes. »« Que veux-tu dire ?»« Ce n'était que le début, » dit-elle, sa voix d'enfant portant un poids de sagesse impossible. « Mais il faudra que je revienne tous les jours, aussi longtemps qu'il le faudra. » Alexander sentit son cœur s'accélérer, non pas de peur, mais de quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis 20 ans. L'espoir. « Ta mère, elle va s'inquiéter pour toi. »« Ma mère travaille à 3 emplois pour payer notre petit appartement, » dit Sophia tristement. « Elle ne rentrera pas avant très tard. Elle ne sait pas que je sors parfois chercher de la nourriture. »
L'idée de cette petite fille errant seule dans les rues dangereuses la nuit fit naître en Alexander des instincts protecteurs qu'il avait oubliés. Ce n'est pas sûr. Tu aurais pu être blessé, ou pire. Mais je ne l'ai pas été, répondit Sophia avec la logique simple d'un enfant. Je vous ai trouvé, et vous m'avez trouvé. Ma grand-mère disait qu'il n'y a pas d'accident, seulement des miracles qui attendent d'arriver. Comme pour prouver son point, Alexander sentit une autre vague de sensations dans ses jambes. Cette fois, il était certain d'avoir vu son pied gauche bouger légèrement. Pas beaucoup, juste un léger décalage qui aurait pu être son imagination, mais qui semblait aussi réel que les larmes coulant toujours sur son visage. « Je ne comprends rien à tout ça, » admit-il. « Vous n'avez pas besoin de comprendre les miracles, » dit Sophia, prenant un petit pain. « Vous devez juste y croire. » Elle prit une petite bouchée et ferma les yeux dans une béatitude pure. « C'est la chose la plus délicieuse que j'ai jamais goûtée. » Alexander la regardait manger avec la désespérance de quelqu'un qui comprenait vraiment la faim, et il eut honte de tous les repas qu'il avait gâchés, de toutes les bénédictions qu'il avait tenues pour acquises. Cet enfant n'avait rien. Pourtant, elle lui avait donné quelque chose d'inestimable, le premier éclat d'espoir qu'il avait ressenti en 20 ans. Mais alors qu'il la regardait manger, une pensée terrible lui traversa l'esprit. Et si tout cela n'était que son imagination? Et si son esprit désespéré avait fini par craquer, et qu'il hallucinait les sensations dans ses jambes? Et si demain, quand le sortilège serait rompu, il se réveillait pour se retrouver aussi brisé et seul qu'auparavant? « Sophia, » dit-il prudemment, « que se passera-t-il si ça ne fonctionne pas? Et si demain je ne ressens plus rien ?» Elle leva les yeux vers lui, des miettes de nourriture sur le menton, et avec une confiance totale dans les yeux. « Alors on essaiera encore, encore et encore, jusqu'à ce que ça fonctionne. »« Mais et si? Monsieur Quin ?» interrompit-elle, sa petite voix soudain ferme. « Voulez-vous marcher à nouveau? Plus que tout au monde. Alors arrêtez de demander et si, et commencez à demander et après. » Des paroles d'enfant, pensa Alexander. Cette fillette de 6 ans venait de lui donner un meilleur conseil que tous ses coûteux thérapeutes réunis. « Et après, alors ?» demanda-t-il. Sophia finit son petit pain et le regarda sérieusement. « Ensuite, vous me laissez vous aider, et vous m'aidez à aider ma mère. On prend soin les uns des autres, comme une famille. » « Nous ne sommes pas une famille, Sophia. On vient juste de se rencontrer. »« La famille, ce n'est pas seulement une question de sang, » dit-elle, répétant des mots qui semblaient trop sages pour son âge. « La famille, c'est les gens qui n'abandonnent pas les uns les autres. » Alexander sentit sa poitrine se serrer à nouveau. Depuis quand quelqu'un n'avait-il pas abandonné? Même lui s'était abandonné il y a des années. « D'accord, » dit-il doucement. « Que dois-je faire? » Le visage de Sophia s'illumina comme le matin de Noël. « D'abord, vous devez croire. Vraiment croire. Pas seulement avec votre tête, mais avec votre cœur. Je ne suis pas sûre de me souvenir comment faire ça. »« Ce n'est pas grave, » dit-elle, tapotant sa main avec ses petits doigts. « Je croirai pour nous deux jusqu'à ce que vous vous souveniez. » Alors que sa main chaude touchait la sienne, Alexander sentit cette sensation impossible dans ses jambes devenir plus forte. Cette fois, il était certain que son pied droit avait bougé. Juste une petite secousse, mais indéniable. « As-tu vu ça ?» murmura-t-il. « Je vois tout, » dit Sophia mystérieusement. « La question est, est-ce que vous voyez ?» Avant qu'Alexander ne puisse demander ce qu'elle voulait dire, l'horloge à pendule sonna 10 fois. Les yeux de Sophia s'écarquillèrent de panique. « Je dois y aller, » dit-elle, sautant de sa chaise. « Ma mère finit le travail à 22h30. Si elle découvre que je suis sortie encore une fois... »« Attends !» appela Alexander alors qu'elle se précipitait vers la porte. « Comment vais-je te retrouver? Où vis-tu » Sophia s'arrêta au seuil, se tournant vers lui avec ses incroyables yeux bleus. « Vous n'avez pas besoin de me trouver, monsieur Quin. Je vous retrouverai demain soir, à la même heure. Mais s'il arrive quelque chose... Et si tu te fais mal ou si tu te perds? Et si je ne me fais pas mal ?» défia-t-elle, lui renvoyant ses propres mots. Et sur ce, elle disparut dans la nuit enneigée, laissant Alexander seul dans son manoir avec l'odeur persistante de l'espoir et la sensation impossible qui picotait encore dans ses jambes. Il resta là, en silence stupéfait, pendant ce qui lui sembla des heures, fixant l'endroit où elle se tenait, se demandant si la rencontre la plus importante de sa vie n'avait été qu'un rêve. Mais l'assiette vide sur la table de la salle à manger était réelle.
La chaleur qui émanait encore de l'endroit où elle avait touché sa main était réelle. Et la sensation dans ses jambes, faible mais indéniable, était réelle aussi. Alexander fit rouler son fauteuil jusqu'à sa chambre et se transféra sur son lit, une action qu'il avait faite des milliers de fois auparavant. Mais ce soir-là était différent. Ce soir-là, en s'allongeant dans l'obscurité, il pouvait sentir les draps contre ses jambes. Il pouvait sentir le poids de la couverture. Il pouvait sentir l'espoir. Pour la première fois en 20 ans, Alexander Quint s'endormit en croyant que demain pourrait être différent d'aujourd'hui. Il n'avait aucune idée que dans moins de 24 heures, son monde serait complètement bouleversé, et que la petite fille au manteau rose en lambeaux apporterait avec elle une révélation qui ébranlerait les fondations même de tout ce qu'il pensait savoir sur les miracles, la famille et le pouvoir impossible de la foi d'un enfant. Mais d'abord, il devrait survivre à la journée la plus longue de sa vie. Alors que la nouvelle du miracle de Sophia commençait à se répandre, apportant avec elle des dangers qu'aucun d'eux n'aurait pu imaginer. Alexander se réveilla le lendemain matin, convaincu que tout cela n'avait été qu'un rêve. La sensation dans ses jambes avait disparu, remplacée par l'engourdissement familier qu'il avait supporté pendant 20 ans. Il fixa le plafond de sa chambre, se sentant ridicule d'avoir cru qu'une enfant de 6 ans pouvait accomplir ce que les meilleurs médecins du monde n'avaient pas réussi. Bien sûr, ce n'était pas réel, marmonna-t-il, se transférant dans son fauteuil roulant avec des mouvements bien rodés. Je perds la tête. Mais alors qu'il roulait dans sa cuisine pour faire du café, il s'arrêta net. Là, sur son comptoir en granit impeccable, se trouvait un petit morceau de papier plié en forme de cœur. Avec des mains tremblantes, il l'ouvrit pour trouver un message écrit au crayon de couleur. « Merci pour la nourriture, Monsieur Quint. À ce soir. Avec amour, Sophia. PS touchez votre genou gauche. » Le cœur d'Alexander se mit à battre la chamade. Il regarda autour de son manoir, essayant de comprendre comment elle avait pu laisser ce mot. Toutes les portes étaient verrouillées. Le système de sécurité était activé. Et pourtant, presque contre sa volonté, il tendit la main et toucha son genou gauche comme le mot l'indiquait. La décharge électrique qui traversa sa jambe fut si forte qu'elle faillit le faire tomber de son fauteuil. Non seulement il pouvait sentir son genou, mais la sensation s'étendait jusqu'à sa cheville et remontait jusqu'à sa hanche. Pendant un bref instant impossible, il pouvait sentir toute sa jambe gauche aussi clairement que si elle n'avait jamais été endommagée. « C'est impossible », murmura-t-il. Mais même en disant cela, il pressa sa main plus fort contre son genou. La sensation était enivrante. Après 20 ans de néant, chaque sensation était comme un cadeau du ciel. Son moment d'émerveillement fut brisé par la sonnerie de sa porte. Puis une autre, et encore une autre. Alexander fronça les sourcils en roulant vers son moniteur de sécurité, s'attendant à voir un livreur ou peut-être son jardinier. Au lieu de cela, il vit une foule. Au moins 50 personnes se tenaient devant ses grilles, tenant des pancartes, criant et se pressant contre les barres en fer. Certains portaient des symboles religieux, d'autres avaient des caméras, et quelques-uns installaient ce qui ressemblait à du matériel de presse. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» murmura Alexander, augmentant le volume de son système de sécurité. « Guérisseur de miracles !» criait quelqu'un. « Nous voulons voir le guérisseur de miracles. »« Guérissez ma fille !» hurlait une femme, tenant une photo au-dessus de sa tête. « Le pouvoir du Christ vous ordonne !» criait un homme, agitant une croix. Le sang d'Alexander se glaça. Comment savait-il? Comment pouvait-il savoir pour Sophia? Il n'avait parlé à personne, et elle n'était qu'une enfant. Il n'y avait aucune chance qu'elle ait pu. Son téléphone se mit à sonner, puis sa ligne fixe, puis son téléphone professionnel. Tous en même temps, créant une symphonie de chaos électronique qui lui donna le tournis. Avec des mains tremblantes, il répondit à son portable. « Bonjour, Monsieur Quint. Rebecca Martinez, de Channel 7 News. Nous recevons des rapports selon lesquels un guérisseur de miracles a visité votre maison hier soir. Une jeune fille qui peut faire marcher à nouveau les paralytiques. Pouvez-vous commenter ?» Alexander raccrocha immédiatement, mais le téléphone sonna à nouveau quelques secondes plus tard. « Monsieur Quint, ici le Daily Herald. Nous aimerions vous interviewer à propos du miracle de guérison. » Il raccrocha encore et encore. Dehors, la foule grossissait. Alexander pouvait voir des camionnettes de presse arriver, des reporters installer des caméras, et d'autres personnes désespérées arriver avec des fauteuils roulants, des béquilles et des photos de proches malades. Mais le pire n'était pas la foule, ni les reporters, ni les téléphones qui sonnaient. Le pire était la peur qui grandissait dans sa poitrine comme de l'eau glacée.
Si ces gens cherchaient Sophia, s'ils savaient pour son miracle, alors elle était en danger. Une fillette de 6 ans errant seule dans les rues avec des foules de personnes désespérées à sa recherche. Alexander saisit son téléphone et composa le 911. Service d'urgence. Quelle est votre urgence? J'ai besoin de protection policière pour une enfant, dit-il avec urgence. Il y a une foule de gens qui cherchent une fillette de 6 ans, et j'ai peur qu'ils ne lui fassent du mal. Monsieur, pouvez-vous être plus précis? Quel est le nom de l'enfant et où se trouve-t-elle? Alexander réalisa avec une horreur croissante qu'il ne connaissait ni le nom de famille de Sophia, ni son adresse, ni même l'école qu'elle fréquentait. Il ne savait rien d'elle, sauf qu'elle était pauvre, que sa mère travaillait à 3 emplois, et qu'elle croyait au miracle. Je ne sais pas, admit-il. Mais elle est en danger. Il y a des gens qui la cherchent, des foules de gens, et elle n'est qu'une petite fille. Monsieur, sans information plus précise, nous ne pouvons pas faire grand-chose. Si vous êtes préoccupé par un enfant spécifique, vous devriez contacter les services de protection de l'enfance. Alexander raccrocha, frustré. Les services de protection de l'enfance? Cela prendrait des heures, peut-être des jours. D'ici là, il pourrait être trop tard. Il roula jusqu'à son moniteur de sécurité et observa avec une alarme croissante la foule devant ses grilles qui grossissait à plus de 100 personnes. Certains semblaient véritablement désespérés. Des parents tenant des enfants malades, des personnes âgées en fauteuil roulant, des familles serrant des dossiers médicaux. Mais d'autres semblaient dangereux. Il y avait des hommes aux yeux fous criant des prophéties religieuses, des femmes s'évanouissant d'extase religieuse, et ce qui ressemblait à des membres d'une secte portant des robes assorties. Et au milieu de tout cela, Alexander repéra quelque chose qui lui glaça le sang. Une berline noire aux vitres teintées stationnée de l'autre côté de la rue, devant son manoir. À l'intérieur, il pouvait distinguer les silhouettes de plusieurs personnes observant sa maison avec des jumelles. Alexander reconnut cette voiture instantanément. C'était la même que celle utilisée par son ex-femme Caroline pendant leur divorce amer, lorsqu'elle avait engagé des détectives privés pour le suivre et documenter son état mental détérioré dans l'espoir d'obtenir une plus grande part du règlement. Mais que faisait-elle ici maintenant? Et pourquoi surveillait-elle sa maison avec ce qui ressemblait à une équipe d'avocats ou d'enquêteurs? Avant qu'il ne puisse comprendre cette nouvelle menace, sa sonnette retentit à nouveau. Cette fois, lorsqu'il vérifia le moniteur, il vit un visage familier qui fit bondir son cœur de soulagement. Le docteur Patricia Winters, sa neurologue, se tenait à sa grille avec son sac médical, l'air préoccupé et légèrement dépassé par la foule qui l'entourait. Alexander ouvrit immédiatement la grille et regarda le docteur Winters se frayer un chemin à travers la foule, ignorant leurs supplications désespérées pour des guérisons et des miracles. Elle atteignit sa porte d'entrée juste au moment où plusieurs reporters tentaient de la suivre à travers la grille. « Ferme-la !» cria-t-elle, et Alexander claqua la grille juste à temps pour garder la foule à l'extérieur. Le docteur Winters entra en titubant dans son vestibule, respirant lourdement et l'air secoué. « Alexander, que se passe-t-il, au nom de Dieu? J'ai reçu 6 appels différents ce matin affirmant que vous marchiez à nouveau. L'hôpital est inondé de gens qui supplient pour des informations sur un guérisseur de miracles. Et cette foule dehors, elle frissonna, je n'ai jamais rien vu de tel. Patricia, j'ai besoin que vous m'examiniez, dit Alexander avec urgence. Quelque chose d'impossible s'est produit hier soir, et j'ai besoin de savoir si c'est réel ou si je perds la tête. Le docteur Winters posa son sac et le regarda avec l'expression prudente qu'elle utilisait lorsqu'elle pensait qu'un patient pouvait être en train de faire une dépression psychologique. Alexander, nous en avons déjà discuté. Votre moelle épinière a été complètement sectionnée dans l'accident. Les dommages sont permanents et irréversibles. Il n'y a pas de procédure médicale, pas de traitement, pas de miracle qui... Touchez mon genou, interrompit Alexander. Quoi? S'il vous plaît, touchez juste mon genou gauche et dites-moi ce que vous ressentez. Le docteur Winters hésita, puis s'agenouilla à côté de son fauteuil roulant et posa sa main sur son genou. Alexander, je ne comprends pas ce que vous... Elle s'arrêta en plein milieu de sa phrase, les yeux écarquillés. Est-ce que vous venez de... Vous l'avez senti aussi, dit Alexander, sa voix à peine audible. Ma jambe a bougé. Je l'ai fait bouger. Le docteur Winters retira sa main comme si elle s'était brûlée. C'est impossible. J'ai dû l'imaginer. Il n'y a aucun moyen que vous puissiez avoir un mouvement volontaire après 20 ans de paralysie complète. Mais même en disant cela, Alexander pouvait voir le doute dans ses yeux. La certitude scientifique qui avait défini sa carrière se fissurait,
Et ils le savaient tous les deux. Il y a plus, dit Alexander. Il tendit la main et pinça sa cuisse gauche assez fort pour laisser une marque. Je peux sentir ça. Je peux sentir tout, de ma hanche jusqu'à ma cheville. Le docteur Winters attrapa un marteau à réflexe dans son sac avec des mains tremblantes. C'est impossible, murmura-t-elle. Mais laissez-moi tester vos réflexes. Elle tapa sur son genou avec le marteau, et sa jambe sursauta en réponse, un réflexe normal et sain qui n'aurait pas dû exister chez un homme avec une moelle épinière sectionnée. Le marteau tomba de ses mains et heurta le sol avec un bruit. « Comment est-ce possible » murmura-t-elle. « Une petite fille, dit Alexander, 6 ans. Elle a touché mes jambes, et quelque chose a changé. Je sais ce que ça semble, mais... » « Alexander, écoutez-moi très attentivement, » interrompit le docteur Winters, sa voix urgente. « Si ce que vous dites est vrai, si vous retrouvez vraiment des sensations et des mouvements, alors nous devons vous emmener à l'hôpital immédiatement. Nous devons faire tous les tests possibles, tout documenter, comprendre ce qui se passe avec votre système nerveux. »« Je ne peux pas partir, » dit Alexander, jetant un coup d'œil vers la foule dehors. « Elle revient ce soir. La petite fille. Et avec tous ces gens qui la cherchent. Vous voulez dire que l'enfant qui vous a soi-disant guéri revient ici? Ce soir ?» Le docteur Winters sembla horrifié. « Alexander, avez-vous idée à quel point cela pourrait être dangereux? Il y a des fanatiques religieux dehors qui feraient n'importe quoi pour mettre la main sur quelqu'un qu'ils croient capable de réaliser des miracles. Et il y en a d'autres qui feraient du mal à une enfant juste pour prouver que les miracles n'existent pas. » Comme pour souligner son propos, une pierre s'écrasa à travers la fenêtre d'Alexander, suivi de cris de colère de la foule. « Faites sortir le guérisseur. Nous avons droit au miracle. Faux prophète. » Alexander et le docteur Winters se baissèrent alors que d'autres pierres commençaient à voler. La foule devenait violente, leur désespoir et leur ferveur religieuse atteignant un point d'ébullition dangereux. « Appelez la police, docteur, » dit Winters, saisissant son téléphone. « Ça devient hors de contrôle. » Mais avant qu'elle ne puisse composer le numéro, la sonnette d'Alexander retentit à nouveau. Cette fois, lorsqu'il vérifia le moniteur de sécurité, son cœur s'arrêta presque. Debout à sa grille, l'air petite et terrifiée au milieu de la foule en colère, se tenait Sophia. Elle portait toujours le même manteau rose en lambeaux que la veille, mais maintenant il était déchiré et sale. Ses cheveux blonds étaient en désordre, et des larmes coulaient sur son visage alors que des gens désespérés se pressaient autour d'elle, tendant les mains pour la toucher, la suppliant de guérir leurs proches. « C'est elle !» cria quelqu'un. « C'est l'enfant miracle !» La foule se précipita vers Sophia comme une vague déferlante, et Alexander regarda avec horreur la petite fille disparaître sous une mer de mains avides et de corps désespérés. « Non !» cria-t-il, sa voix résonnant dans son manoir. Sans réfléchir, sans se soucier de son fauteuil roulant ou de ses limites, Alexander fit quelque chose qu'il n'avait pas fait depuis 20 ans. Il tenta de se lever, et incroyablement, miraculeusement, ses jambes soutinrent son poids. Pour la première fois en 2 décennies, Alexander Quint se tenait debout sur ses 2 pieds. Mais il n'avait pas le temps de célébrer, pas le temps de comprendre le miracle qui se produisait dans son propre corps. Parce qu'à l'extérieur de ses grilles, la petite fille qui lui avait rendu ses jambes était écrasée par les mêmes personnes qui cherchaient les miracles qu'elle pouvait offrir. Le docteur Winters le fixa, choqué. « Alexander, vous êtes debout. Vous êtes vraiment debout. Appelez le 911, dit-il, sa voix d'un calme mortel malgré le chaos qui éclatait autour d'eux. Dites-leur qu'une enfant est en danger immédiat. Et ensuite, aidez-moi à aller jusqu'à elle. Vous ne pouvez pas sortir là-dedans. Vous avez été en fauteuil roulant pendant 20 ans. Même si vous pouvez tenir debout, vous ne pouvez pas vous frayer un chemin à travers cette foule. » Alexander regarda ses jambes miraculeuses qui fonctionnaient, puis le moniteur de sécurité où Sophia était à peine visible sous la foule écrasante. « Regardez-moi, » dit-il. Et pour la 2e fois en 24 heures, Alexander Quint se prépara à voir son monde entier bouleversé. Mais cette fois, il ne serait pas celui qui recevrait un miracle. Cette fois, il serait celui qui en offrirait un. La foule dehors devenait plus violente de seconde en seconde. Et quelque part dans ce chaos, une fillette de 6 ans luttait pour sa vie. La même fille qui lui avait offert le don impossible de l'espoir. La même fille qui venait de lui apprendre que certaines choses valaient la peine de se lever, littéralement. Mais alors qu'Alexander se préparait à affronter la foule, il n'avait aucune idée que la berline noire de l'autre côté de la rue était remplie de personnes qui attendaient précisément ce moment.
Des personnes qui avaient un plan très différent pour lui et pour l'enfant miracle.